Question suivante de Guindey Thomas. L'application de l'article 50 doit-il être validée par l'Assemblée nationale? Si oui, que se passe-t-il si les députés sont contre? Non, l'article 50 se prend selon les règles constitutionnelles. Je rappelle que la Constitution française, par son article 5, considère que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités. Je rappelle que l'article 14 fait du chef de l'État le chef de la diplomatie, puisque c'est le chef de l'État qui accrédite des ambassadeurs auprès de puissances étrangères, et c'est auprès du chef de l'État que sont accrédités les ambassadeurs étrangers. Donc la Constitution française fait du chef de l'État le garant de l'indépendance nationale, le chef de notre diplomatie, et également, par l'article 15, le chef des armées. Donc il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles je ne pourrais pas réunir dès ma prise de fonction, rassembler les chefs d'État et de gouvernement pour dire on commence à appliquer l'article 50. Voilà. Alors, ce point est une chose. C'en est une autre que l'entrée en négociation. L'entrée en négociation qui nécessitera donc d'avoir un accord au bout de maximum 2 ans. Vous savez que l'article 50 prévoit qu'un accord doit être trouvé entre le pays qui sort et les autres pays de l'Union européenne, un accord de sortie qui règle toute une série de problèmes. De ce point de vue-là, je renvoie à ma conférence le jour d'après, où j'ai évoqué, pas tous d'ailleurs, mais une partie des problèmes qui se poseront. Alors là, il est exact, bien entendu, qu'on aura besoin, notamment lorsque cet accord aura été trouvé, il y aura des conséquences qui seront certainement de nature, pour certaines d'entre elles, de nature législative, et là, il faudra en effet obtenir le vote du Parlement. Alors effectivement, tout est imaginable. On pourrait imaginer d'avoir une assemblée qui bloque un certain nombre d'accords. C'est vrai. Tout est imaginable. De la même façon que tout est imaginable, on peut très bien avoir d'autres candidats qui soient élus et qui se retrouvent avec une majorité contraire. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que si je suis élu président de la République le 7 mai, ça va être un événement considérable, à la fois pour l'histoire de France, pour l'histoire de l'Europe et au niveau planétaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français auront fait un acte historique. D'ailleurs, c'est très typique de notre histoire nationale. Ça ne serait jamais qu'un nouveau petit caillou blanc dans notre longue histoire plurimillénaire du peuple français qui, d'un seul coup, s'ébroue, reprend ses forces, reprend sa liberté. On l'a fait. Ça sera une révolution douce par les urnes, mais une vraie révolution quand même. Bon. Si je suis élu le 7 mai, la probabilité que nous ayons ensuite la majorité à l'Assemblée nationale au mois de juin est extrêmement élevée. Je l'avais déjà expliqué dans ma conférence sur le jour d'après. Bien sûr que je n'en ai pas la certitude. Personne n'a la certitude de quoi que ce soit. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en 1981, lorsque le 10 mai 81, François Mitterrand a été élu président de la République. Ça a été un événement considéré comme un événement planétaire, et la droite française de l'époque avait dit mais jamais, jamais il ne va avoir sa majorité à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Les Français ont amplifié leur vote pour donner à François Mitterrand les moyens de sa politique au niveau parlementaire. Je rappelle que dans des conditions un petit peu plus miniaturisées, comme l'est le personnage, lorsque François Hollande a été élu en 2012, l'Assemblée nationale sortante avait une majorité de droite. Les Français ont envoyé une majorité Parti socialiste aussi, ont confirmé leur vote. Donc j'ai le sentiment que si je suis élu, les Français confirmeront leur vote et nous aurons donc une législature qui permettra de travailler parfaitement. En tout cas, si je suis élu, je mouillerai ma chemise pour qu'il en soit ainsi, pour que effectivement les Français me donnent les moyens de mettre en œuvre. À supposer que ça ne soit pas le cas. Il y aurait évidemment la légitimité du président de la République et puis la légitimité du gouvernement. Mais je rappelle que le président de la République, dans la Constitution française, a les moyens
quand même de faire trancher ces différends. D'abord, il a quand même, c'est lui qui nomme le Premier ministre, donc il pourra, dans la majorité qui serait éventuellement adverse, choisir une personnalité qui soit plus ou moins accommodante. C'est ce qu'avaient fait d'ailleurs ce qu'avaient fait François Mitterrand et Jacques Chirac. Ils avaient quand même choisi le chef du c'est eux qui avaient nommé le Premier ministre. Mais de surcroît, rien n'indique non plus que la majorité voudra nécessairement mettre des bâtons dans les roues et en fait empêcher le président de la République que je serais de mettre en œuvre le programme pourquoi il aurait été élu. Si d'aventure il faisait ça, eh ben ça serait une crise. Et dans la Ve République, la Ve République a prévu le coup. Il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale le moment venu. Et le président de la République qui demande aux Français de trancher le différend qu'il y aura entre l'exécutif et le législatif et le chef du gouvernement. C'est aussi simple que cela. Ça pourra aussi prendre, pourquoi pas, à l'idée d'un référendum à l'initiative du président de la République qui demandera aux Français est-ce que oui ou non vous confirmez que vous voulez sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc tout ça, ce sont des scénarios politiques un petit peu fiction. Résumons quand même, le pouvoir du président, le président de la République a des pouvoirs propres qui ne dépendent pas du vote aux législatives, de la même façon que le chef du gouvernement a des pouvoirs propres qui dépendent des législatives. On essaiera de travailler en harmonie.